Le A-10 Warthog est sans doute l'un des avions les plus controversés, mais pas en raison de sa conception ou de son fonctionnement. Des crimes de guerre ou quoi que ce soit de ce genre, mais à cause de la politique et des mauvaises relations entre les services. Alors qu'il est devenu une épine dans le pied de l'armée de l'air, il est aussi, à l'inverse, devenu l'avion préféré de l'armée de terre. Et cet affrontement dure depuis toujours. L'armée de l'air tente de retirer l'A-10 Warthog emblématique depuis 2004 F-22. Pourtant, cette tâche paraît impossible. Malgré de nombreuses tentatives, l'A-10 a évité la retraite durant des décennies. La conception semblait combler une lacune dans la défense aérienne des États-Unis, mais il est désormais presque certain que la légendaire de la mort sera retirée probablement dans seulement 1 an, peut-être pour la dernière fois. Il est temps de voir comment cet avion a vu le jour, pourquoi tout le monde est si désespéré de s'en débarrasser, et pourquoi cela a été si incroyablement difficile. Le A-10 Warthog a été conçu pour combler les lacunes de l'attaque au sol dans l'États-Unis Air Force, qui a subi de lourdes pertes au Vietnam en raison d'un changement de priorité. Pendant la guerre froide, l'accent stratégique du développement des avions était principalement mis sur des appareils à grande vitesse capables de livrer des armes nucléaires. C'est ainsi que sont nés le McDonnell F-101 Voodoo et le Republic F-105 Thunderchief. L'investissement dans les avions d'attaque au sol a stagné et durant la guerre du Vietnam, les forces américaines ont surtout utilisé le Douglas A-1 Skyraider pour les missions air-sol. Le Skyraider a prouvé sa valeur durant sa carrière, ce qui en faisait une solution raisonnable. Au Vietnam, la conception allait révéler son âge dans le théâtre d'Asie du Sud-Est. L'avion avait près de 20 ans alors. Et cela se passait pendant une période de développement technologique à grande vitesse où 20 ans semblaient représenter un siècle. Au Vietnam, de 166 Skyraiders ont été perdus car trop lents et vulnérables aux tirs d'armes légères qui ont causé plus de dégâts que les canons anti-aériens. Le F-111 Aardvark et le F-4 Phantom II ont été développés pour y remédier. Le premier pour les frappes longue distance, le second pour les missions de chasseurs-bombardiers. Le Phantom s'est vite imposé comme l'un des avions les mieux conçus de son temps. Mais il avait également une autonomie limitée, de mauvaises performances à basse vitesse et surtout, il était incroyablement coûteux. En 1965, un Phantom coûtait environ 2 millions de dollars aux contribuables américains, soit 20 millions aujourd'hui. Et une seule heure de fonctionnement coûtait environ 900 dollars, ce qui équivaut à 9000 dollars aujourd'hui. Pendant 1 heure, l'États-Unis Air Force avait désespérément besoin d'un avion rentable pouvant remplacer à la fois le F-111 et le F-4, et ainsi la philosophie qui a ouvert la voie au phacochère est née. En 1966, l'États-Unis Air Force lance un appel d'offres à 21 entrepreneurs modifiés en 1970. Avec la menace soviétique se rapprochant de plus en plus, le nouvel avion servirait principalement d'appareil d'attaque air-sol anti-blindé et anti-infanterie. Et il devait être conçu spécifiquement pour le canon rotatif de 30 mm qui était développé séparément en même temps et qui était finalement devenu l'élément principal du Warthog. L'avion devait pouvoir atteindre 740 km/h, 460 miles/h. Il devait pouvoir décoller d'une piste de 1200 mètres, soit 4000 pieds de long, être capable d'emporter 16 000 livres, soit plus de 7 tonnes d'armes externes, et accomplir des missions dans un rayon de 285 miles ou 460 km. Il ne devait surtout pas dépasser 14 millions par unité, soit environ 113 millions aujourd'hui. Ce modèle fut le premier appareil de l'United States Air Force conçu pour l'appui aérien rapproché. Les modèles de Northrop et de Fairchild Republic ont été privilégiés et sélectionnés pour la construction de prototypes, et après les avoir testés tous les deux, l'armée de l'air a choisi ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de A-10 pour la production. Le tout premier exemplaire de série du Warthog a pris son envol en 1975 et la production complète du nouveau modèle a débuté en 1976. Le modèle qui a conquis le cœur des décideurs de l'armée de l'air était, comme promis, centré autour du gigantesque canon GAU, 8 de 30 mm communément appelé l'Avenger. Il suffit d'un seul regard sur l'immensité de ce canon pour comprendre pourquoi. Le Warthog a été construit autour d'un canon. Au lieu d'adapter le canon à l'avion comme d'habitude, tout le système Avenger mesure un peu plus de 6 mètres, soit un peu moins de 20 pieds de long, pour un poids impressionnant de 4000 livres, soit un peu moins de 1830 kg. Cela signifie que le canon que le Warthog devait accueillir était à peu près aussi long qu'une girafe adulte et aussi lourd que la dernière génération de Ford Taurus. Je parle juste du canon au fait.
L'Avenger était installé légèrement sur le côté bâbord de l'appareil, tandis que la bouche du canon se trouvait légèrement sur le côté tribord. Le train d'atterrissage avant a été déplacé à bâbord pour s'aligner sur l'axe central. C'est pourquoi le Warthog semble asymétrique de face. Le problème avec l'installation d'un canon aussi imposant, c'est que les concepteurs étaient désavantagés en termes de poids. Le nouveau design devait décoller et atterrir sur de courtes pistes. Et tout cela en transportant 7250 kg d'armement externe plus le canon à garder en tête. Les ailes, faites de panneaux en nid d'abeille, offraient une résistance et une survivabilité élevées tout en réduisant le poids. La même méthode a servi à recouvrir gouverne, volets, carénage et élevateurs. La structure interne de la Dix supporte tout le poids, laissant les panneaux extérieurs sans charge. Cela a permis deux choses. Les panneaux extérieurs sont désormais plus résistants grâce au soutien structurel. Même endommagés, ils se remplacent facilement sur le terrain, parfois avec des matériaux de fortune. Ce qui est intéressant chez le phacochère, c'est le rapport entre son envergure et sa longueur. La version A10C mesure 17,53 mètres d'envergure et 16,25 mètres de long. La répartition quasi 50-50 rend l'appareil très maniable à basse vitesse et altitude, comme prévu pour un avion de combat rapproché. Il peut décoller et atterrir sur des pistes très courtes grâce à sa grande maniabilité, facilitant son déploiement depuis des bases avancées. Le phacochère peut même décoller d'une route droite avec son armement maximal. C'est ce que permettent ses ailes incroyablement longues. En fait, toute la plateforme a été conçue en pensant à un service proche de la ligne de front. Les ingénieurs pouvaient alors le réparer, ravitailler et réarmer avec un équipement basique. Ils pouvaient aussi le faire moteur allumé, car ceux-ci sont très hauts et les ailes assez basses. Donc, les chances qu'un membre d'équipage soit aspiré par les moteurs sont presque inexistantes. En plus, Jésus l'ingestion. De nombreuses parties de l'avion sont ambidextres, et les ingénieurs peuvent changer de côté si nécessaire. Cela concerne notamment les moteurs et le train d'atterrissage. Conçu pour voler à basse altitude, parfois jusqu'à 300 mètres, l'avion est plus exposé aux tirs, rendant la survivabilité prioritaire. Les moteurs eux-mêmes produisent des signatures infrarouges très faibles, et leur positionnement juste au-dessus des plans de queue réduit encore davantage les risques de détection. Les matériaux de l'Adix lui permettent de résister à des projectiles explosifs et perforants jusqu'à 23 mm. Il peut voler avec une aile partiellement arrachée ou un moteur totalement hors service. Si la cible n'avait pas été déplacée, l'avion aurait été touché et aurait perdu son système hydraulique. Le Warthog possède un système mécanique de secours. Le cockpit, appelé la baignoire, est blindé en titane et résiste aux tirs de 23 mm et aux fragments d'obus anti-aériens de 57 mm. La capacité de survie de l'Adix a été mise à l'épreuve en 2003 au-dessus de Bagdad. Quand la capitaine puis colonel Kim Campbell a été touché par la défense contre avion, le système hydraulique fut désactivé et un moteur gravement endommagé. Malgré les dégâts, la capitaine Campbell a réussi à piloter son appareil manuellement et à atterrir en toute sécurité. Côté armement, nous revenons encore à l'Avenger. Le phacochère doit sa réputation de brute à son canon à 7 tubes de 30 mm tirant jusqu'à 3900 coups par minute. À 1200 mètres, 4000 pieds, efficacité relative de 3600 mètres, 12 000 pieds, les phacochères transportent généralement 1150 obus dans une configuration de combat, les tirant en courtes rafales et détruisant pratiquement toute l'infanterie et les blindés sur leur passage. En plus du canon, le phacochère est aussi souvent équipé du missile Air-Sol Air-to-Ground Missile 65 Maverick qui a une portée de plus de 22 km. Et c'est la solution privilégiée si le pilote ne veut pas s'approcher avec le canon. Le ADX peut aussi emporter diverses bombes guidées ou non pour des missions de bombardement. Et au cas où il devrait engager un autre avion, ce qui est, il faut l'admettre, rare, il est aussi équipé de 2 missiles A9 Sidewinder. Avec un tel design complet, couvrant tous les besoins et dépassant même les attentes à bien des égards, l'États-Unis Air Force semblait obtenir l'avion d'appui aérien rapproché parfait. Mais il est peu probable que quiconque ait pu anticiper la réputation légendaire que le Warthog allait acquérir après quelques décennies et des dizaines de milliers de missions de combat, d'opérations et de renommée. On dit souvent du Bideux Spirit que si vous le voyez, c'est que vous n'êtes pas la cible. De même, les militaires ayant vu l'Adix en action disent donc souvent « si vous l'entendez, vous n'êtes pas la cible ». Le SA, dans ce cas, c'est le bruit emblématique du Warthog, le canon automatique Avenger qui gâche complètement la journée de quelqu'un. Grâce à ses multiples engagements, l'Adix a bénéficié du plus fort soutien de l'infanterie.
C'est évident en parlant à quelqu'un dont la vie a été sauvée par une rafale de ADX, ou si vous jetez simplement un œil à la section des commentaires de l'une des 3 vidéos Mega Project sur le Warthog. Ces mêmes personnes semblent être les seules à adorer le Warthog encore plus que cette chaîne, et ce n'est pas sans raison. L'ADX, entré en service à la fin des années 1970, a combattu pour la première fois lors de la guerre du Golfe en 1991. La conception très efficace en appui aérien rapproché a poussé l'armée de l'air à renoncer à remplacer l'avion par une version du F-16. À vrai dire, l'ADX fut l'avion le plus endommagé du conflit à cause de son vol bas et lent, d'où son déplacement rapide vers la frontière sud. Mais l'armée républicaine irakienne a payé cher pour avoir endommagé les A-10, car la flotte a détruit un quart de l'arsenal militaire irakien. Après plus de 8100 sorties, il lui manquait seulement 13 chars détruits pour atteindre 1000. Il a aussi détruit 2 hélicoptères, plus de 500 blindés de transport, 3000 véhicules non blindés et plus de 500 structures ou postes de commandement. Sainte quand la ligne est tracée, 6 Warthogs ont été perdus et près de 20 ont subi de lourds dégâts. Mais l'avion avait un taux de perte par mission plus faible que le F-16, le F-15E ou le Tornado. Et ce, bien qu'il volait plus bas, plus lentement et probablement avec plus de risques. Après un court engagement en Bosnie et au Kosovo, les A-10 ont été envoyés au Pakistan et en Afghanistan en 2002 pour l'opération Anaconda. Cela allait forger la réputation redoutable de l'ADX auprès de l'infanterie. Les Warthogs ont mené 32 missions de combat lors des opérations Liberté irakienne et Liberté immuable, avec 27 000 à 34 500 sorties par an en Afghanistan et en Irak. Ils ont effectué 19% des sorties d'appui aérien rapprochés. Seul le F-16 fait mieux. Au Moyen-Orient, l'ADX est devenu le principal appareil d'appui aérien rapproché, réalisant des milliers de sorties contre les talibans. La méthode d'opération standard du Warthog consistait à suivre les instructions des contrôleurs aériens avancés et à ouvrir le feu sur l'ennemi depuis des altitudes relativement basses. Cette stratégie demeure inchangée à ce jour. Et à cet égard, le Warthog excellait absolument. C'est pourquoi les pilotes de Warthog devaient rarement payer leur boisson sur la base. En 2005, la flotte des 356 A-10 a été modernisée dans le cadre du programme d'engagement de précision, redésignant tous les appareils en A-10CS. Mais pour plus de clarté, nous continuerons à les appeler simplement l'A-10 pour le reste de la vidéo. Le programme d'amélioration a grandement amélioré le Warthog. Il a ajouté la capacité de combat tout temps, des contre-mesures électroniques, un système de tir amélioré, une visée intelligente, 2 écrans multifonctions et une commande manuelle des gaz et du manche. Les pilotes ont surtout apprécié les améliorations du département sensoriel de l'ADX. La technologie, telle le pod de ciblage, permettait aux pilotes de l'ADX de repérer une cible de loin. Particulièrement utile à l'utilisation. Combinée à des munitions guidées, la seule plateforme de soutien aérien rapproché devient une plateforme de frappe chirurgicale. Cela a permis aux ADX de participer à des missions d'interdiction aérienne, où ils attaquent des cibles qui ne sont pas une menace immédiate pour les troupes au sol. Cependant, tous ces changements n'ont jamais affecté l'approche de l'ADX dans son rôle principal de soutien aérien rapproché. Et cela pourrait être l'une des raisons pour lesquelles l'avion est considéré comme obsolète par l'armée de l'air. Malgré ses nouveaux capteurs et gadgets, l'ADX reste conçu pour voler bas et lentement, permettant aux pilotes d'évaluer visuellement les cibles avant le combat. Cette partie de la doctrine est restée inchangée malgré les améliorations, car le nouveau pod de ciblage avait un champ de vision très étroit, vue du champ de bataille. La vision du pilote rivalisait avec celle d'un faucon. Mais le champ de vision était extrêmement restreint, souvent à un rayon d'environ 20 mètres seulement, selon la distance de la zone ciblée. Comme on l'imagine, les pilotes n'aiment pas tirer par erreur sur leurs propres troupes. Et la seule façon sûre d'éviter les incidents de tir ami lors de l'appui aérien rapproché est de se fier aux fenêtres du cockpit. Cela est resté quasiment inchangé depuis le premier A-10. La nouvelle technologie de ciblage n'a pas amélioré les performances de l'ADX en soutien à l'infanterie, son rôle principal, mais a renforcé son efficacité contre les blindés. Fait amusant, l'A-10 sert aussi de cobaye pour tester de nouveaux carburants, l'un de ses rôles secondaires. Premier avion à voler avec des biocarburants, il a aussi été le tout premier à voler en 2012. Ivre pas le pilote. L'avion du 40e escadron d'essai en vol l'a ravitaillé avec un nouveau type de carburant dérivé de l'alcool et a effectué un survol de la côte du Golfe. Pourquoi le retrait du ADX est-il presque comiquement difficile ?
Comme pour les membres du Congrès américain, le ADIX devait être retiré à plusieurs reprises, mais son service a été prolongé à chaque fois. Le premier plan de retrait du ADIX prévoyait sa sortie de service en 2014 avec le Lockheed Martin F-35 Lightning pour le remplacer. Cependant, les coûts d'exploitation du ADIX étaient bien plus bas que ceux du F-35, ce qui était l'un des atouts majeurs du Warthog. Winslow Wheeler, directeur du Military Reform Project, a qualifié ce changement de grand bond en arrière. La préparation au combat posait aussi problème, car le ADIX était très rapide et simple à réparer et réarmer. Utiliser le F-35 dans ce rôle, même avec de meilleurs résultats, serait aussi plus cher. Cela créerait des vides dans le planning car la préparation de l'appareil prend plus de temps, nécessitant plus d'entretien que les Warthogs de l'époque. Les commandants militaires ont joué et jouent toujours un rôle majeur dans ce débat, car beaucoup demandent expressément l'ADIX pour le soutien. D'abord car c'est une solution éprouvée, ensuite car l'avion est devenu emblématique. Beaucoup de militaires affirment que le moral boosté par le bruit du canon automatique est irremplaçable. Inversement, le moral des personnes qui se trouvent de l'autre côté chute de façon spectaculaire, l'ADIX provoquant souvent des retraites complètes. La vitesse de décrochage de l'ADIX est d'environ 140 miles, soit 220 km à l'heure, et étant donné à quelle altitude basse il peut voler, vous pourriez littéralement voir le pilote vous faire un doigt d'honneur depuis le cockpit alors qu'il ouvre le feu sur votre unité. Ce qui, je suppose, est assez démoralisant. Enfin, le blindage et le canon de l'ADIX sont supérieurs à ceux du F-35 dans ce rôle très spécifique d'appui aérien rapproché, où l'avion vole très bas au-dessus du sol. Le débat sur la retraite de l'ADIX a été relancé en 2015 après avoir été abandonné. L'armée de l'air des États-Unis prévoit économiser 37 milliards de dollars entre 2015 et 2019 en les retirant du service. Grâce aux aéronefs à munitions guidées comme le F-16, le F-15E et le F-35, ils pouvaient désormais effectuer des missions d'appui aérien rapprochées aussi efficacement. L'armée de l'air a prouvé que ces appareils ont assuré 80% des missions d'appui aérien rapprochées entre 2001 et 2015. Le A-10, capable de guerre électronique mais sans commandement, était devenu de plus en plus vulnérable. Encore une fois, l'armée a mis en avant la réputation, l'impact psychologique et les faibles besoins logistiques de l'appareil, ses principaux atouts. Avec cela, et après les déploiements du ADIX en Europe de l'Est face à la Russie en Ukraine, la date de retrait a encore été repoussée, désormais sans limite. La raison pour laquelle l'armée tient tant à conserver le ADIX ne se limite pas seulement à la réputation de l'appareil et à son utilité éprouvée sur le terrain. C'est également un acteur clé de la politique militaire. Le A-10 est l'un des rares atouts de l'armée de l'air que l'armée de terre et le corps des Marines peuvent utiliser pour influencer ses décisions. Avant l'invention de l'ADIX, l'armée de l'air avait adopté le Skyrider dont nous avons parlé dans l'introduction pour l'appui aérien rapproché, car c'était la seule plateforme capable d'accomplir cette mission. Mais il paraissait vieux et était vite abattu quand l'armée de l'air utilisait le F-4 ou le F-105 pour l'appui aérien rapproché. Ils volaient souvent en rase-motte et tentaient de larguer leur charge au plus près de la cible, ce qui est difficile quand la cible est lente ou immobile. Et vous volez plus vite que la vitesse du son. L'armée de terre et les Marines avaient un argument valable pour l'acquisition de l'ADIX. Ils pouvaient dire « Nous avons besoin d'un avion conçu uniquement pour l'appui aérien rapproché, car c'est notre priorité. Cela améliore notre survie. Avec les progrès technologiques, ce soutien aérien rapproché devient obsolète. » L'armée de terre et les Marines souhaitent maintenir l'ADIX en service, car il permet de surveiller l'armée de l'air. Empêcher qu'elle redéfinisse l'appui aérien rapproché selon les ambitions personnelles des décideurs représente le summum des frictions interarmées. Le commandement de l'armée de l'air refuse l'appui aérien rapproché et empêche l'armée de le faire, tandis que l'armée tente désespérément de surcharger l'armée de l'air. Avec l'équivalent aéronautique de ces chaussettes Grande Marque AB3 offertes, il y a Grande Marque AB3 que tu dis toujours en bon état, car c'est la seule façon pour l'armée de surveiller l'armée de l'air. Tout cela pour dire qu'en plus du lobbying auprès du gouvernement, il y a aussi beaucoup de lobbying entre les différentes branches de l'armée. En 2025, il semble que le A-10 sera enfin retiré du service. Le budget 2026 du Pentagone prévoit que l'armée de l'air retire ses 162 derniers A-10. Comme souvent, le Sénat a exprimé son désaccord et proposé sa propre version de la loi d'autorisation de la défense nationale pour l'an prochain, exigeant que l'armée de l'air conserve au moins 103 A-10 en service. L'armée de l'air dit vouloir se séparer des A-10 régulièrement, puis le Sénat l'en empêche. Nous savons qu'à la même période l'an prochain, nous pourrions publier une vidéo intitulée « Nous avions tort cette fois ». La retraite du Warthog était bien réelle cette fois,
contrairement aux précédentes tentatives. L'armée de l'air semble désormais avoir à la fois une preuve concrète du vieillissement de l'ADIX et un plan de retraite concret. L'époque de l'ADIX est révolue. Donc si on regarde l'ADIX sous un autre angle, l'armée de l'air a vraiment beaucoup d'arguments valables. Tout d'abord, toute la philosophie qui a façonné le Warthog tel que nous le connaissons et l'aimons aujourd'hui appartient au passé, puisqu'elle était basée sur les champs de bataille du passé, et que ces champs de bataille ont évolué dans les années 1970. Le Mark I, surnommé pour vos yeux, était le système d'identification de cible le plus performant. Il était donc logique de concevoir un avion volant bas et lentement, laissant aux pilotes le temps d'ouvrir le feu. Aujourd'hui, avec les nacelles de ciblage, les pilotes peuvent zoomer et sélectionner une cible depuis une telle altitude que personne ne remarque leur présence. À l'époque de la conception de l'ADIX, les armes n'étaient pas guidées, d'où la nécessité de voler bas et lentement. Les munitions guidées atteignent la cible avec une grande précision, quelle que soit l'altitude de largage. À l'époque, les systèmes de défense aérienne portables étaient rares et peu efficaces. Aujourd'hui, avec les missiles solaires, ces armes sont répandues et performantes. Le A-10 n'a pas été conçu pour éviter les tirs, mais pour survivre à des impacts directs. Tu sais ce qui a été conçu pour éviter ? Les systèmes d'armes avancés, comme les F-35 et même F-35 qui sont capables de bombarder facilement ces sites d'armes depuis l'extérieur de la portée des canons. En plus de ces arguments, la logistique intervient. Bien sûr, l'ADIX est moins cher à entretenir que la plupart des avions comparables, mais il coûte plus cher qu'il y a 20 ans. Les chaînes de production étant fermées depuis longtemps, les ingénieurs récupèrent des pièces sur de vieux avions pour obtenir des rechanges. Le Congrès a aussi un certain parti pris, compréhensible en raison de la mystique entourant le canon de 30 mm, mais le Congrès restait méfiant car le F-35 n'était pas encore en production lorsque la retraite de l'ADIX a été proposée. Enfin, c'est sans doute l'argument le plus fort contre le maintien de l'ADIX en service. Le Warthog ne peut opérer que dans un environnement permissif. Cela signifie qu'en Ukraine, l'ADIX serait inefficace et ne pourrait servir que contre des unités sans armes anti-aériennes ni soutien aérien. L'ADIX resterait utile dans un contexte type Afghanistan, avec peu de défense anti-aérienne et des opérateurs peu formés. Les États-Unis se préparent à affronter une opposition aguerrie, dotée de systèmes anti-aériens sophistiqués. L'ADIX n'y survivra tout simplement jamais. Avec cela en tête, voici comment l'armée de l'air prévoit de remplacer le Warthog, le plan de remplacement. Le F-16 Fighting Falcon remplace d'abord l'ADIX. C'est une option privilégiée par l'armée de l'air depuis les années 2000, la maniabilité et la vitesse du F-16 expliquant son attractivité. Le problème, c'est que le F-16 est bien trop rapide pour assurer un appui aérien rapproché en vol stationnaire. Selon la capitaine Alexandra Sears, directrice des opérations du 25e escadron de génération de chasseurs, les F-16 peuvent tout faire. Quand vous les modernisez, ils sont capables d'accomplir de nombreuses missions, comme fournir un appui aérien rapproché, tout comme l'ADIX, fin de citation 24. Les Warthogs quitteront la Corée du Sud fin 2025 et seront remplacés par des F-16 modernisés. Un premier test pour voir s'ils peuvent les remplacer. Les F-16 d'appui aérien rapproché sont modernisés avec le radar APG-83 Acer de Northrop Grumman, un capteur de 5e génération déjà utilisé sur les F-22 et F-35. Cela améliore le suivi des cibles, permet des engagements tout temps et renforce la conscience de la situation. L'écran central du cockpit offre une vue tactique pour faciliter la prise de décision du pilote. Les F-16 sont également équipés du pod de ciblage avancé Sniper et des systèmes de recherche et de ciblage infrarouge Legion ES, ce qui améliore la vitesse de ciblage et les capacités de surveillance du F-16. Ce qui manque bien sûr, c'est le canon automatique de 30 mp. À la fin des années 1980, avant la guerre du Golfe, une version d'appui aérien rapproché du F-16 a été envisagée. Le pauvre A-10 n'avait encore combattu aucun ennemi qu'il pensait déjà à le remplacer. Et le F-15 d'appui aérien rapproché aurait été nommé A-16 si le programme n'avait pas été annulé, malgré des essais concluants. En 1992, lors du début de la guerre du Golfe, 24 F-16 furent modifiés pour tester l'appui aérien rapproché. Ils ont été équipés du canon GAU-13 de 30 mm en essence, la version à 4 canons du canon Avenger que nous connaissons et aimons tous. Cependant, cette combinaison a échoué. Le nouveau canon pouvait bien s'intégrer au F-16, mais il vibrait beaucoup autour des pylônes du F-16, ce qui était désastreux pour la précision. Personne ne semble comprendre, et il y a une raison.
La cellule de la Dix a été conçue autour du canon, de la taille d'un ADIX plutôt que de l'ajouter sous l'avion. Les canons ont été enlevés de ces F-16 utilisés en appui aérien rapproché pendant la guerre du Golfe sans eux. L'idée d'un F-16 spécialisé en appui aérien rapproché a été abandonnée et il a apparemment bien rempli son rôle dans la guerre mondiale contre le terrorisme. Il n'est pas nécessaire d'un canon de 30 mm pour détruire un combattant ou un vieux camion soviétique non blindé. Le canon standard de 20 mm du F-16 fera parfaitement l'affaire. Selon le livre de Ken Newbeek, ADIX Warthog Mini in Action pendant l'opération Tempête du désert. Le F-16 n'a pas pu remplacer l'ADIX pour le vol stationnaire à basse altitude, car il manquait de survivabilité. L'ADIX pouvait encaisser plus de coups et continuer à tirer, tandis que le F-16 devait voler à haute altitude, d'où ses armes étaient néanmoins précises. Cependant, malgré ces défauts, les nouveaux F-16 auront des taux de survivabilité bien plus élevés dans un environnement moderne. Et peut-être le plus important, il ne sera pas seul. Le F-15EX Eagle II accompagnera le F-16 dans sa mission d'appui aérien rapproché. C'est une version avancée du F-15E Strike Eagle, intégrant toutes les technologies disponibles chez Boeing lors de sa conception. Concernant l'appui aérien rapproché, il s'agit d'améliorer la capacité d'emport de l'appareil. Le Aigle II peut emporter 12 missiles air-sol et une gamme de bombes, y compris la GBU-39, des bombes de petit diamètre, moyen économique pour éliminer l'infanterie ou les véhicules légers. Le F-35, longtemps écarté de l'appui aérien rapproché, a finalement trouvé sa place dans ce rôle. Il opérera principalement à une distance extrêmement éloignée, car cet avion est l'Enterprise de l'aviation, avec ses capteurs capables d'identifier et de guider des missiles vers leur cible depuis très loin. Les systèmes ennemis ignorent même sa présence dans leur espace aérien. Les efforts de ces avions de combat seront aidés par un compagnon inattendu, l'Air Tractor L-3 Harris. Observation aérienne 1K Skyrider 2. Sacré nom les gars, on l'appelle juste le Skywarden, c'est plus simple. Si à première vue vous pensez que c'est une blague, c'est compréhensible. Cet avion d'attaque léger évoque la vision futuriste des avions selon un artiste des années 1920. Il a été conçu pour soutenir les opérations spéciales, incluant renseignement, surveillance, reconnaissance et appui aérien rapproché. Le Skywarden peut, comme l'ADIX, ralentir jusqu'à presque 170 km/h, soit environ 105 miles sans décrocher, et il possède une autonomie fantastique de près de 2415 km ou 1500 miles. Il n'emporte pas tout à fait la même charge utile que l'ADIX, mais il dispose de 10 points d'emport pour les missiles et les bombes. Il peut sembler un peu ridicule et terriblement dépassé puisqu'il s'agit d'un avion à hélice, après tout, mais ce truc est vraiment cool. Démonté, chargé dans un C-17, il pouvait être transporté et déployé partout en moins de 48 heures. La survivabilité du Skywarden n'égale pas celle d'un A-10, mais c'est un avion de soutien destiné aux forces spéciales. Son utilité pourrait trouver sa place quelque part sur le large spectre des combats. Avec le développement de nombreux drones, leur utilisation en appui aérien rapproché devient inévitable. Et tout cela fait partie du programme d'aéronefs de combat collaboratif sur lequel l'armée de l'air travaille depuis très longtemps maintenant. En dehors de la collaboration humaine, événement quotidien sur les champs de bataille du monde. L'armée de l'air souhaite intégrer des drones ailiers, contrôlés directement par le pilote à leur côté. Ce serait très utile dans toute mission de combat, pas seulement pour l'appui aérien rapproché. Mais si l'on examine cela spécifiquement et qu'on voit comment cela se rapporte au remplacement de l'ADIX, il semble qu'aucune force terrestre ne puisse survivre à l'assaut de tous ces différents avions pilotés et drones. Ainsi, l'armée de l'air pourra remplacer efficacement l'ADIX, mais cela ne risque-t-il pas de coûter extrêmement cher ? Le coût d'un F-35 en production, exploitation et maintenance permettrait de financer 12 A-10. Vu ainsi, il faut se demander si tout cela en vaut vraiment la peine. Si cela demande un tel effort collaboratif, avec des décennies de développement, des milliards dépensés, des technologies secrètes et le Boeing F-47, le projet Next Generation Air Dominance vise à remplacer un avion de soutien aérien des années 70. Peut-être que c'est un signe que l'ADIX peut encore jouer un rôle sur le champ de bataille moderne, même si les conditions ne sont plus aussi équitables qu'à l'époque où l'appareil a été conçu. Merci d'avoir regardé.